Fidèles téléspectateurs, et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre sortie de votre émission, chers téléspectateurs. Appel sur le continent, vous le savez, cette émission, c'est l'émission consacrée aux téléspectateurs, une émission qui permet à chacun d'entre vous de donner sa contribution, de dire ce qu'il pense de la thématique qui sera posée sur notre table ce soir. Cette thématique, nous en parlons donc. On revient sur la visite d'Emmanuel Macron du côté de l'Algérie avec les propos polémiques une fois de plus du chef de l'État français qui a tensé la Turquie de Recep Tayyip Erdogan avec des propos qui n'ont cessé de créer la polémique depuis quelques jours. Ankara a d'ailleurs réagi aux propos d'Emmanuel Macron avec également des propos un peu plus fermes que ceux employés par le chef de l'exécutif français. Nous parlons donc de cette actualité avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans cette autre édition d'Appel sur le continent. Pour faire le débat ce soir, nous sommes avec Gamal Abina. Bonsoir et bienvenue. Activez votre micro, Gamal. Oui, je vous entends. Bonsoir et merci pour l'invitation, encore une fois. Merci à vous, merci d'avoir répondu présent également avec nous. Ce soir, Ngouchi Béanzin, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Salutations aux téléspectateurs d'Afrique Média, salutations au peuple africain et les amis d'Afrique. Merci à vous, chers messieurs. Également, de l'autre côté de la technique, on espère que notre géopoliticien Luc Michel est en direct de Bruxelles. Bonsoir et bienvenue, cher Luc. Bonsoir. Eh bien, le temps que Luc Michel nous retrouve, on va rentrer de plein pied dans cette émission. Tout d'abord, avant d'évoquer les propos du chef de l'exécutif français Emmanuel Macron, Gamal Abina, que peut-on retenir tout d'abord de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie? Il y a plusieurs éléments. Ça a duré 3 jours. C'est une visite qui était officielle, qui a été voulue par les deux chefs de l'État, que ce soit M. Tebboune qui avait félicité Macron à sa réélection, et M. Macron qui n'arrête pas de tenser l'Algérie pour avoir un rapprochement stratégique fort. C'est un vœu qu'il a toujours formulé, c'est pas d'hier, ça fait quand même depuis 2017 qu'il parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qu'il reconnaît une succession de crimes qui ont été perpétrés par la France, et qu'aujourd'hui, après avoir fait pas mal de pas, il y a eu un recul l'année dernière qui était assez violent lorsqu'il a évoqué le fait que l'Algérie a été créée par la France et que surtout c'était une rente mémorielle que l'Algérie utilisait pour faire pression sur la France. Là, il est arrivé en Algérie simplement pour à la fois, pour des raisons d'hydrocarbures qu'on a tous bien compris, à savoir compenser le gaz russe qu'il va perdre, puisqu'il y a 17% d'importation de gaz russe provenant de la Russie qui viennent d'être stoppés, et donc ils ont un déficit pratiquement de 20% qui va coûter extrêmement cher à la France. Et donc il est allé en sous-jacent pour ça, et puis officiellement il est allé pour des rapprochements culturels, sportifs, cinématographiques, universitaires, mais en aucun cas pour demander pardon pour les crimes perpétrés durant 132 ans par la colonisation française. Quant à vous, Ngouchi Béanzin, qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie? Moi, je retiens, je pense que c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Après, pour d'autres personnes diront qu'il a réussi. Oui, effectivement, c'est un voyage voulu à deux avec le président algérien. Mais nous savons que cette visite de Macron a pour objectif aussi de faire la danse du ventre au gouvernement algérien parce que l'État français a besoin de l'hydrocarbure, du gaz et autres de l'Algérie. Parce qu'on voit ce qui se passe avec la Russie qui réduit de plus en plus le gaz russe à la France, etc. Donc ce n'est pas un hasard si il a fait ce déplacement en Algérie, mais ça fait partie aussi de l'agenda qu'il essaye de mettre en place, c'est-à-dire convaincre les pays africains qui sont des alliés, des partenaires de la Russie, parce que l'objectif principal numéro 1 de Macron dans sa tête, c'est surtout la Russie. C'est aller dire aux Africains de ne pas collaborer avec la Russie, de ne pas suivre la Russie, etc. Donc, il pense que il s'est donné au fait un rôle de prêcheur, de messie sur le continent pour convaincre bien évidemment les Africains à se rallier
à la cause de la France sur la situation en Ukraine. Mais bon, nous allons développer un peu plus dans l'émission. Je reviens vers vous une fois de plus, Gamal Abina, pour cette fois-ci revenir en tout cas sur les propos d'Emmanuel Macron qui n'ont cessé de créer la polémique depuis quelques jours concernant ces puissances que Macron accuse de manipuler la jeunesse africaine en général et la jeunesse algérienne en particulier. Il a invité cette jeunesse algérienne-là à ne pas tomber dans le piège des réseaux sociaux qui sont en quelque sorte contrôlés pour les manipuler. Il a accusé la Fédération de Russie, bien sûr, il a accusé la Chine également, mais il a également indexé la Turquie. Ankara a tout fait de répondre aux propos d'Emmanuel Macron. Le ton a une fois de plus monté, Gamal Abina, on va le dire comme ça, entre la France et la Turquie. Oui, absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que Macron, pour se positionner en Afrique, a besoin de donner le sentiment que la France n'est plus la France. Je traduis: la France coloniale ou néocoloniale est devenue une puissance raisonnable qui est en mesure de pouvoir apporter ce qu'elle n'a jamais apporté en 60 ans, à savoir le développement, stabilité, sécurité. Bref, en substance, la France serait devenue une sorte de nouveau père la morale. Et il a besoin de pointer du doigt les nouveaux acteurs qui commencent à être très présents en Afrique. Et ils ne sont pas présents politiquement au départ, ils sont d'abord présents et avant toute chose économiquement. Je parle donc de la Chine, de la Turquie, qui ont fait un travail de développement économique, enfin de captation et de développement économique considérable. Alors Macron, lorsqu'il va pointer du doigt ces deux puissances, et quand il pointera du doigt évidemment la Russie, qui intervient aujourd'hui en Afrique militairement, mais pas seulement, il y a eu deux grandes réunions russo-africaines qui ont été mises en place parce qu'ils ont l'intention de développer aussi le partenariat économique et stratégique. Il se rend compte que ce sont trois partenaires, la Russie, la Chine, la Turquie, qui ont des démarches d'investissement productif en Afrique. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi l'Afrique est sous-développée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de volonté de la part des Occidentaux, France, Angleterre, États-Unis, c'est ceux qui font la loi, jamais eu de volonté qu'il y ait un partenariat sérieux et un développement ou un co-développement ou une démarche de développement. Le développement, ça commence par la formation, ce qu'ils n'ont pas beaucoup octroyé. Ensuite, ça se poursuit par l'installation d'usines de production, la capacité de pouvoir devenir indépendant sur le plan énergétique, évidemment, en exploitant ses propres ressources énergétiques et en les exportant. Et donc, lorsqu'il va là-bas, Macron, avec les échecs patentés, il se trouve en situation très difficile. Je vais donner un exemple très concret pour illustrer mon propos. En Algérie, par exemple, que je connais très bien, ils ont fait installer, à l'époque c'est Carlos Ghosn, donc l'ancien directeur de Renault, a fait installer une petite usine de montage de véhicules. Donc le montage, évidemment, à l'époque, on croyait que c'est une usine de véhicules, non, c'est une usine de montage dans l'ouest de l'Algérie. Il a fait installer cela en produisant le premier véhicule qu'il appelle un Renault Symbole. Tout un symbole, croyait-on, mais pas du tout. C'est un véhicule de faible qualité, avec un prix effectivement relativement bas, peu vendu en Algérie, mais surtout c'est un véhicule qui a été essentiellement construit en France. La France envoie les pièces détachées qu'on va assembler bon an mal an avec un taux d'intégration de 3%, donc ça signifie que l'Algérie ne fabrique rien sur place, ne fait qu'acheter des éléments, des équipements de véhicules et les assemble sur place. Donc la valeur ajoutée est nulle, puisqu'il n'y a pas de valeur ajoutée en termes de création de richesse. On n'a pas l'écosystème qui permet de construire un véhicule, je parle de tous les équipementiers, et on se retrouve avec une dépendance vis-à-vis du pays exportateur des pièces, des fameuses pièces à constituer, à assembler, c'est Lego. On se retrouve à importer ces fameuses pièces de France, et quand les importations s'arrêtent, il n'y a plus de production d'usines de véhicules parce qu'on ne peut pas les faire. Et bien ça, c'est les méthodes françaises, alors que les Turcs, lorsqu'ils s'installent en Algérie dans les mêmes conditions, investissent massivement dans l'outil de production industrielle et viennent d'inaugurer il y a 3 ans une usine avec laquelle d'ailleurs je vais travailler dans le cadre de mes activités professionnelles, qui s'appelle Tayyal, qui est à Rélisade et qui est une usine, la plus grande usine textile d'Afrique. Donc les Turcs, lorsqu'ils arrivent en Algérie, après avoir demandé pardon pour une présence qu'on juge coloniale, mais qui est une présence califale en Afrique du Nord, finissent par investir en Algérie parce qu'ils ont demandé pardon et parce qu'ils se positionnent comme un partenaire. Un partenaire n'est pas nécessairement un ami, mais au niveau économique, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. La France n'est pas un partenaire de l'Algérie. La France est un producteur de produits manufacturés et de services qu'elle vend à son client l'Algérie. Donc le partenariat n'est pas un partenariat de co-développement ou de partage de richesse, c'est une relation client-fournisseur. Donc ça ne s'appelle pas des partenaires, ça s'appelle client-fournisseur. On est devenu une véritable, enfin pour les Français, on était, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, une véritable
une espèce de grand marché à ciel ouvert dans lequel ils pouvaient vendre tous leurs produits manufacturés, et nous ne bénéficions de rien. Eh bien, la Chine, de même, qui investit lourdement en Afrique et les infrastructures, et qui développe des régions entières, faut le reconnaître, même si elle tire son profit, ou encore une fois, la Russie qui va faire de même, puisque c'est en plein démarrage actuellement après avoir assuré la sécurité, ces pays-là, effectivement, sont vus comme des concurrents directs sur le plan économique de la France, et les Français, pour les disqualifier, vont inventer un terme fantaisiste de pays qui n'ont jamais été des coloniaux. Ils disent que ce sont des puissances coloniales ou néocoloniales. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire que les grandes puissances coloniales européennes qui ont massacré l'Afrique et l'Asie, aujourd'hui vont dénoncer des pays qui ont subi aussi le colonialisme. Je parle de la Chine, je parle de la Russie qui a été colonisée 4 ans par les nazis, je parle évidemment de la Turquie qui a failli être détruite totalement en 1920. Ces pays-là nous expliquent aujourd'hui, je parle de la France en l'occurrence, que les pays qui ont été les victimes de la colonisation deviennent des coloniaux. Ça ne tient pas la route, mais on comprend très bien la problématique qui se pose. La France est en train de perdre son précaré africain francophone et tente, en allant en Algérie, de convaincre des Africains pas du tout convaincus que les ennemis seraient ailleurs. L'ennemi, en substance, a fait ses preuves durant 60 ans. C'est celui qui n'a pas été capable d'apporter le moindre concours en matière de co-développement, mais qui, par contre, en matière d'endettement, a mis le paquet pour que ces pays ne sortent jamais de la dette abyssale dans laquelle ils sont entrés. Donc la France, effectivement, détourne le regard sur d'autres pour ne pas pointer du doigt ses propres responsabilités, à savoir, elle n'a jamais demandé pardon pour les crimes perpétrés en Algérie. Merci à vous, Gamal Abina. En tout cas, jamais demandé pardon pour les crimes, pas seulement en Algérie, la quasi-totalité des crimes Bien que sûr, la France a commis en France, autant pour moi sur le continent africain, elle n'a jamais demandé pardon. Ngouche Bianzin, pour revenir un peu sur les déclarations d'Emmanuel Macron, est-ce que, pour employer un terme qui est commun à la boxe, est-ce que ce que Emmanuel Macron a tenté de faire récemment en Algérie, c'est ce qu'on peut qualifier de coup en dessous de la ceinture? Oui, c'est sa spécialité parce que Macron est un manipulateur. Hein. Ceux qui connaissent Macron ici en France le savent que c'est quelqu'un qui est très manipulateur, c'est un bonimenteur, c'est ça. C'est la spécialité des hommes politiques. Mais malheureusement pour lui, Macron est un homme politique que je qualifie, que j'appelle souvent le batracien. Parce que moi, je vais pas répéter la même chose que le camarade parce qu'il a brossé un peu la situation de cette visite et de cette polémique, parce que l'infantilisation, les propos que Macron ne cesse de répéter à chaque fois dans les pays, que ce soit au Cameroun, au Bénin et notamment maintenant en Algérie, même si on voit que le comportement de Macron, la façon dont il a été reçu, ce n'est pas la même chose qu'au Cameroun ou au Bénin, par exemple, ou au Cameroun où on a vu que des enfants, des femmes, des vieillards ont été réquisitionnés pour applaudir à Macron, ça dansait comme à l'époque coloniale. On voit que même ces éléments de langage en Algérie, ce n'était pas la même chose, qu'il était plus dans le respect vis-à-vis des Algériens que quand il est en Afrique noire. Mais surtout, si vous permettez, j'aimerais au fait répondre à travers l'émission là pour dire à ce monsieur, à Macron, que l'Afrique n'est pas menacée par la famine ni par une supposée influence russe comme il ne cesse de le propager un peu partout. Mais que Emmanuel Macron, l'Afrique est menacée par Emmanuel Macron et ses amis dictateurs africains qu'il a installés au pouvoir, qu'il soutient et qui, l'aident à exploiter les richesses des peuples africains. Donc, à cette heure-ci, si il y a une menace sur le continent africain pour les populations africaines, et si les populations africaines doivent craindre quelque chose, c'est Emmanuel Macron et ses amis dictateurs. Mais surtout, il faut rappeler tout le temps l'histoire, parce que la mémoire est très importante. Vous savez, alors nous devons dire à Macron que Macron est un président d'une nation impérialiste qui possède 15 camps de concentration en Afrique jusqu'à maintenant, et les colonies d'outre-mer qu'ils appellent les outre-mer, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, etc. Donc quelqu'un qui est à la tête d'une nation impérialiste, colonialiste, et que moi je dis même terroriste, ne peut pas venir donner des leçons d'impérialisme ou de colonialisme, que ce soit à la Russie, la Turquie et la Chine. On peut comprendre encore, parce que je le dis, que la Chine peut-être, on sait comment la Chine procède, mais la Russie, comment on peut accuser la Russie d'avoir des ambitions impérialistes? Vous savez,
en France, il y a cette citation qui dit c'est le camembert qui accuse le Roquefort qu'il pue. Vous voyez, ça veut dire qu'il est dans une projection. Il inverse au fait les rôles. Parce que jusqu'à présent, la Russie n'a jamais possédé de colonie. La Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain. Au contraire, depuis le début, depuis les luttes indépendantistes, la Russie a toujours été aux côtés des pays africains qui veulent se libérer. Donc, de mémoire, la Russie ne contrôle aucune économie locale de 15 pays d'Afrique avec une monnaie éco franc CFA, comme la France, imprimée en France et contrôlée par la Banque de France et le Trésor public. Donc, la Russie n'a jamais, cherché à exploiter les peuples africains parce que la Russie a tout ce qu'il faut, l'or, le pétrole, le gaz, et nous le voyons contrairement à la France. Et surtout, le Kremlin, le palais présidentiel en Russie n'a pas été construit grâce à l'argent de l'esclavage, grâce à la traite négrière, comme le palais de l'Élysée ou d'or Macron construit par un négrier qui s'appelle Antoine Crozat. Donc il faut toujours rappeler l'histoire aux gens pour que les gens comprennent que les déclarations de Macron en Algérie, moi c'est ce que j'appelle des éléments de langage, c'est de la propagande, c'est de la manipulation et il cherche au fait à répéter la même chose pour se donner un peu bonne conscience. Mais quand vous regardez bien, Macron ne présente pas des excuses. Macron ne s'excuse pas parce que cela fait partie de son ADN. Et surtout, durant la Seconde Guerre mondiale, pendant que la Russie et les soldats africains combattaient les nazis, les Allemands, n'oublions pas que la France collaborait avec les nazis pour déporter les Juifs dans les camps de concentration, que la France massacrait les mêmes soldats africains qui ont aidé à libérer la France des nazis. On les a massacrés à Tirol et d'autres, les Allemands torturaient, tuaient, des Noirs. Et il y a eu aussi des Noirs dans les camps de concentration, déportés par les Allemands. Donc, à un moment, Macron ne peut pas venir ici se pointer sur un continent et essayer tout le temps de vouloir manipuler toute une jeunesse, parce que cette jeunesse aujourd'hui est éveillée, que ce soit une partie du peuple français qui est pris en otage par ce monsieur et son clan d'usuriers, les mêmes qui exploitent le peuple français, ce sont les mêmes qui exploitent aujourd'hui les populations africaines. Mais il oublie que la jeunesse africaine de 2022 n'est pas la même qu'en 1960. Et que maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui est très éveillée parce que nous sommes dans une guerre, informationnelle, hybride, cognitive, et que grâce au panafricanisme, nous faisons un travail très remarquable et ça aide les populations à se libérer. Donc, contrairement à certains pays européens qui se sont excusés avec regret sur leur passé colonial impérialiste, la France n'a pas encore tourné la page du colonialisme, puisqu'elle pratique encore le néocolonialisme sur le continent africain. Donc, sous d'autres formes, raison pour laquelle elle refuse de se repentir et de présenter ses excuses pour peut-être avoir la chance de repartir à zéro avec les populations africaines. Béanzin, on va aller du côté de la réalisation pour revenir un peu sur ces tensions déjà il y a quelques mois entre la France et l'Algérie avec des propos qui étaient un peu allés dans tous les sens entre les deux chefs d'État, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Ils avaient échangé des paroles sur les réseaux sociaux un peu très dures, justement parce que la France, une fois encore, avait tenté de faire de la Turquie ce qu'elle n'était pas. On va, avec le concours de la réalisation, prendre ces deux éléments, les écouter et revenir sur le plateau pour en parler avec nos invités. Des images comme celle-ci pourraient se faire plutôt rares dans l'avenir. Recep Tayyip Erdogan enfonce le clou, comme il l'avait fait samedi, et malgré la vive réaction de Paris qui a rappelé son ambassadeur à Ankara, le président turc a de nouveau attaqué son homologue français, réitérant ses doutes sur la santé mentale d'Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète Mahomet. Ces derniers jours, l'individu qui dirige la France a été surpris. Il est obsédé par Erdogan jour et nuit. Mais qu'il se regarde d'abord, qu'il voit vers quoi il se dirige. C'est un cas, et en conséquence, il a vraiment besoin de faire des examens de santé mentale. Onun için biz hakikaten kontrolden geçmesi lazım.
Des attaques verbales vivement critiquées en France et jugées inacceptables par l'Élysée, mais aussi par le chef de la diplomatie européenne. Des attaques qui font suite à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur décapité dans un attentat islamiste à Conflans-Sainte-Honorine près de Paris. Emmanuel Macron avait alors promis que la France continuerait de défendre les caricatures. Le gouvernement français a dit aussi vouloir renforcer l'arsenal juridique afin de mieux lutter contre le séparatisme islamiste. Autant d'annonces qui, outre Recep Tayyip Erdogan, ont aussi vivement fait réagir le Premier ministre pakistanais. Dans un tweet, il a accusé Emmanuel Macron d'attaquer l'islam. Le président Macron aurait pu jouer l'apaisement et refuser l'espace aux extrémistes plutôt que de créer une polarisation et une marginalisation supplémentaires qui conduisent inévitablement à la radicalisation, a écrit Imran Khan. Depuis le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, les réactions s'enchaînent. Les appels au boycott des produits français se multiplient dans une partie du monde arabe. Samedi à Jaffa, près de 200 personnes ont manifesté leur colère devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. À l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union européenne s'est uni. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'États européens. Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée, comme cette démonstration de force du côté turc. Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays, et ce, jusqu'à la mort. Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes, un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite. Avec les mêmes invités, Ngouche Béanzin et Gamal Abina. Je reviens vers vous, Gamal Abina. On a écouté les propos de Recep Tayyip Erdogan. Ça, c'était déjà l'année dernière pour dire que les tensions entre la France et la Turquie ne se sont jamais apaisées. Gamal Abina, après avoir écouté Emmanuel Macron et quand on écoute la réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc, est-ce qu'on peut dire que la hache de guerre n'avait jamais été enterrée entre la France et la Turquie à la suite de cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan? En 2002, ça a toujours été, entre la France et la Turquie, des problèmes difficiles. Il y avait déjà l'histoire de Chypre dans les années 70 qui ont provoqué une crispation, puisqu'évidemment les Occidentaux étaient plutôt favorables aux Grecs. Donc Chypre séparé en deux en 74 entre le Nord et le Sud a fait que la Turquie était considérée comme un pays paria. Ensuite, il y a eu, je parlais pas de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on va pas revenir sur l'histoire, mais très rapidement, dans les années 80, il y avait une accalmie parce que c'était les militaires turcs qui étaient au pouvoir avec les gens de ce qu'on appelle les kémalistes. Donc des gens qui sont plutôt laïques, plutôt pro-occidentaux et plutôt favorables à l'adhésion à l'Union européenne qu'ils ont réclamé depuis 57, il faut le rappeler. Donc ça fait très longtemps que les Turcs essaient d'intégrer l'Europe, jamais n'ont obtenu cette faction. Pourquoi? Parce que des pays comme la France en particulier et d'autres, mais particulièrement la France et la Grèce évidemment, refusent l'intégration de la Turquie en Europe pour des raisons fantaisistes. Ils prétendent que les Turcs ne sont pas géographiquement européens parce qu'effectivement du côté de la Turquie occidentale, il n'y a que 10% du territoire qui est en Europe, en Europe continentale, et la Turquie qu'on appelle le bord asiatique, de l'autre côté du détroit, celui-ci est plutôt considéré comme étant un pays oriental. Alors, il est vrai que la Turquie est orientale, sauf que l'argument ne tient pas la route, parce que si on prend le fait que Chypre a été intégrée à l'Union européenne, Chypre est quasiment libanaise, c'est pas loin du Liban, et pour autant on la considère comme étant européenne alors qu'elle n'en est pas du tout. Elle est beaucoup plus loin encore que la Turquie ne le sera jamais. Donc ça, c'est des raisons historiques. Alors ce qui se passe, c'est que c'est pas seulement Macron, et c'est vrai que ça ne va pas s'arranger, qui a un problème avec les Turcs. Ça remonte déjà au pouvoir socialiste de
de Hollande, ça va remonter encore avant Hollande à Sarkozy qui déteste les Turcs pour des raisons évidentes et familiales. Sa mère est de Thessalonique, elle est donc de Chypre, elle a donc une détestation traditionnelle des Turcs liée à l'Empire ottoman et à tout ce qu'on peut imaginer. Et donc les Turcs sont très mal vus. Plus encore les Turcs de l'AKP, qui sont des islamistes type frères musulmans, qui sont considérés littéralement en Europe maintenant comme des ennemis. Et donc toutes ces raisons poussent dans des relations de concurrence économique violentes. Sur la question libyenne, par exemple, on voit très bien que les Turcs sont opposés à la France. Sur les raisons économiques, sur les raisons géopolitiques, sur les raisons évidemment idéologiques, d'un côté la laïcité et de l'autre côté l'islam politique, ça font que ça ne se passe pas bien. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, M. Macron est conseillé par un criminel de guerre, Nicolas Sarkozy. Et cette bête sauvage, je vais utiliser un terme, parce que j'ai une détestation absolue pour le personnage, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer sur un débat parce qu'il n'a pas le courage, évidemment. Il y a cette bête sauvage qui est à l'origine de l'assassinat de Kadhafi, conseille M. Macron, ce qui est très, très dommageable pour la politique générale en France. Et il se trouve que Macron, sous influence d'un odieux personnage comme Sarkozy, a tendance à exagérer sa position et à la maximiser. Donc aujourd'hui, la relation franco-turque est quasiment nulle. Il y a eu l'affaire d'une organisation turque en France qu'on avait commencé à inquiéter, Millî Gülen, pour laquelle j'avais déjà eu l'occasion de discuter sur RT France, en expliquant qu'ils voulaient réduire leur réseau d'influence. C'est une organisation qui est très implantée en Allemagne, beaucoup moins en France, un petit peu sur le Nord, et on a essayé de leur faire des histoires pour des raisons, évidemment, de ce qu'ils vont appeler ça le soft power ou de l'entrisme politique. Mais en vérité, la Turquie aujourd'hui est une concurrente directe de la France, non seulement sur le plan idéologique, sur le plan culturel, sur le plan cultuel, puisque les Turcs sont musulmans, ce que ne sont pas les Français, et s'opposent aux Français pour des raisons de laïcité, pour des raisons de lois séparatistes, dont on voit aujourd'hui, par exemple, qu'elle est appliquée avec brio, puisqu'ils vont virer l'imam Iqwisen de France. Et tout cela fait que ces deux pays ne s'entendent pas et ne s'entendront jamais. Alors déjà, la mésentente, elle date d'il y a longtemps, à l'époque de l'homme malade de l'Europe, comme on l'appelait la Turquie. Les Français avaient tendance, enfin de l'Europe en général, à considérer les Turcs comme des ennemis, et pour cause, c'était les alliés des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, les Turcs sont restés plutôt en retrait, mais aujourd'hui, depuis que la Turquie se développe à vitesse grand V, ils sont 20e puissance économique, ils deviennent un atout majeur pour leur population et un ennemi pour leurs concurrents. Et il se trouve que les Turcs sont actifs sur tous les théâtres d'opération. On les voit en Libye, évidemment. On a vu qu'en Éthiopie, grâce à leur drone, Bakhtar, eh bien, ils ont sauvé Abiy Ahmed, c'est ça qui a fait la différence. On voit qu'en Ukraine, même, ils ont des drones qui sont vendus, mais ils sont pas trop présents, mais malgré tout, ils font les affaires. On voit qu'ils réussissent à discuter avec les Russes, qui sont leurs grands concurrents historiques, que j'ai oublié que la Russie a fait la guerre de nombreuses fois à la Turquie. Je parle bien de la Turquie post-ottomane. Et aujourd'hui, on a donc un pays qui commence à être très très vorace économiquement, qui est très à la recherche de marché et de partenaires. C'est que la Turquie, contrairement à la France, tout comme les Chinois, ne donne pas de leçons de démocratie aux Africains. Mais il leur donne des possibilités de partenariat économique. Ça ne veut pas dire que les Turcs sont des amis africains. Il faut être un peu raisonnable. Il n'y a pas d'amis extérieurs à l'Afrique. Il y a des gens qui sont des partenaires intéressants et d'autres qui ne sont pas de partenaires intéressants, voire des ennemis. Eh bien aujourd'hui, le volet est du monde, Turquie, Chine, Inde, Russie, ces pays-là, Iran évidemment, ces pays parias deviennent les pays les plus intéressants pour l'Afrique parce que ce sont les partenaires qui sont ennemis de ceux qui viennent les spolier. Et c'est pourquoi d'ailleurs la France et la Turquie s'entendent pas. Après les passes d'armes, comme les propos de dire que Macron est déséquilibré mental, ou encore que ces gens-là sont des criminels de guerre qui donnent des leçons aux Turcs par rapport au massacre des Arméniens alors que les Français ont assassiné 1,5 million d'Algériens. On va pas parler des 500 000 personnes à Madagascar qui ont été assassinées. On va pas parler des Babyloniens. On va pas faire la liste longue et exhaustive des massacres perpétrés par les Français. La plus récente, c'est la Libye. On va pas dire cela, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Turcs sont en bonne position pour dire pour qui vous prenez-vous. On n'a pas de leçon à prendre sur les criminels de guerre et c'est une information très importante à écouter parce que les gens ne savent pas ça. La France est le pays au monde, écoutez bien, la France est le pays au monde qui a fait le plus de guerres dans toutes les histoires de pays au monde. Il n'y a pas un pays au monde qui a fait autant de guerres que la France durant sa création, durant les Gaules. Ils ont toujours fait la guerre. C'est un pays qui est guerrier. Maintenant, ils perdent depuis 200 ans toute leur guerre, mais ils n'ont fait que de la guerre. Napoléon a massacré toute l'Europe en faisant des guerres partout. C'est une sorte d'Hitler qui a inspiré Hitler. Eh bien, ce pays-là, en perte de prestige, maintenant se bat pour résister économiquement, pour garder un prestige économique, et il n'y parvient que très difficilement parce qu'évidemment, à force de mentir, à force de manœuvrer, à force de manipuler, eh bien, plus personne ne les croit. Et Macron, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, il est l'héritier de tout cela, Macron se positionne comme quelqu'un qui essaie de sauver le précaré français, mais qui aura beaucoup de mal à obtenir cela parce que dans son mouvement politique, qui n'est pas la partie mais un mouvement, il y a une frange de droite extrêmement violente qui ne veut pas entendre parler de repentance, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc de demande de pardon, qui ne veut pas entendre parler de rapport d'homme à homme, d'égal à égal, mais qui a toujours ce petit racisme un peu crasseux, un peu sale, qui consiste à dire que nous, les maîtres du monde, ce qu'ils croient être les maîtres du monde, donc eux,
nous avons un devoir de civiliser les sauvages. Nous. Eh bien, cela doit cesser. Et évidemment, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Iraniens, les Indiens, ces gens-là qui font partie des gens qu'on considère comme des gens inférieurs, aujourd'hui, deviennent les dominants. Et il faut travailler avec les plus forts pour devenir le plus fort. On peut donc dire que c'est ce passé colonial-là dont parle le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Turquie, qui porte préjudice à la France aujourd'hui, parce que, d'après lui, la France refuse d'accepter son passé colonial, et c'est pour ça qu'elle ne parvient pas à avancer. Il invite d'ailleurs, il espère en tout cas que la France va pouvoir atteindre la maturité pour pouvoir faire face à ce passé colonial. Est-ce que c'est donc en faisant face à ce passé colonial que Paris pourra se sortir de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui? Vous posez la question? La question est à vous. Très bien. La réponse est très simple. J'ai eu l'occasion de le dire récemment sur 3 télévisions différentes, hein, dont une algérienne, donc ça veut dire quoi? La problématique qui se pose, j'ai envie de dire aux Français, si je devais parler aux Français, si je devais parler à Macron, parce que j'ai une amie qui l'a accompagné dans son voyage, une amie députée algérienne, avec laquelle je vais discuter à son retour. Il y a un problème, c'est-à-dire que Macron, qui est un homme jeune, et c'est la raison pour laquelle, quand le ministre des Affaires étrangères turc dit un pays immature, c'est une façon de se moquer de Macron, pour dire que c'est un homme immature, parce qu'il est jeune. Eh bien Macron se vante toujours de ne pas être un enfant de la guerre ou de la guerre d'Algérie. Très bien. Alors pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout? Pourquoi? Alors je dis pas demander pardon, parce que demander c'est une position d'infériorité. Qu'il présente ses excuses au peuple colonisé qu'il a fait, que son pays, pas lui, hein, que son pays a fait massacrer. Qu'il présente des excuses. Qu'il dise, on vous présente nos excuses, est-ce que vous les acceptez? Eh bien ce passé, il y a un historien très célèbre qui l'a dit, c'est un passé qui ne passe pas. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne reconnaît pas que les peuples entiers ont été exterminés, massacrés, on prend l'exemple du Cameroun ou de la Centrafrique, ou tout un tas de pays, la tradition des militaires français qui sont des barbares de très haut niveau, hein, faut jamais penser, c'est pas parce qu'ils ont une technologie qu'ils sont pas barbares. La barbarie, c'est pas la technologie, faut pas confondre civilisation et barbarie. Et les technologies. Ces hommes-là coupaient les mains de leurs victimes pour faire des exemples. Ils coupaient des têtes on était vraiment dans la barbarie la plus crasse. Pourquoi? Pour faire des exemples. Des victimes qui n'étaient même pas suspectées d'avoir agi contre eux. Et bien tout cela pour dire que lorsque ces crimes sont perpétrés, et quand on se regarde en face dans une glace, soit on répond honnêtement, nous avons été des criminels et nous demandons pardon humblement parce que les peuples qui ont subi notre barbarie ont aujourd'hui des enfants et des descendants qui n'ont pas connu. Moi, mon grand-père, je l'ai pas connu, il a été assassiné pendant la guerre d'Algérie, devant ses enfants. Ils ont mis des coups de baïonnette et de matraque pour le tuer devant ses enfants. Il a mis une semaine avant de mourir. Comment je peux pardonner ça? Il faut que quelqu'un me demande pardon. Ils veulent qu'on passe outre l'histoire pour laquelle ils n'ont pas demandé pardon. Et ils pleurnichent depuis 77 ans parce que les nazis ont fait 4 ans d'invasion chez eux. Vous vous rendez compte le rapport? C'est que quand les nazis font 4 ans d'invasion, on doit pleurer pendant 77 ans, c'est catastrophique. Mais par contre, quand eux restent plus de 100 ans chez nous, là, on doit rien dire, c'est normal. Alors, je suis désolé, mais on parle beaucoup de Oradour Sougan en France. Donc, c'est un crime qui avait été perpétré par les SS dans le nord de la France. Et bien en Algérie, pour vous donner un exemple très chiffré et simple, si on prend l'acceptation des chiffres algériens du nombre de morts, c'est 600 morts par semaine pendant 7 ans et demi. Ils assassinaient un village par semaine, et ça on peut en parler. L'Est algérien dont je suis a été extrêmement pourvoyeur malheureusement de victimes de cette barbarie. 600 personnes par semaine, ça correspond à un Oradour-sur-Glane. Ça signifie que les Français ont fait aussi bien que les nazis, ou les nazis en URSS. Chaque semaine, on avait un village qui disparaissait. Comment peut-on passer au-delà de ça? On a assassiné près de 5 millions d'Algériens du début à la fin de la guerre. Je parle même pas du reste de l'Afrique, où c'est des dizaines de millions d'individus par pays qui étaient assassinés, par décennie. C'est ça la réalité. Eh bien, si les Français ne sont pas, je parle de Macron, s'il n'est pas capable d'avoir cette maturité politique de dire, face à la racaille de chez lui, la racaille, j'utilise le terme, hein, de droite et d'extrême droite, et j'utilise le terme, je répète 2 fois, et 3 fois, la racaille des politiques de France, et j'ai eu l'occasion de m'embrouiller souvent avec l'extrême droite à la télévision, face à Le Pen et face à toute sa clique d'incapables, s'il n'est pas capable de dire à cette racaille, nous demandons pardon aux pays qui ont été victimes de la barbarie coloniale française, eh bien, c'est qu'il n'est pas un homme courageux et c'est pas un homme de principe. Voilà, simplement. Donc, je dis à monsieur Macron, si ça doit se dit un jour, je finirai par rencontrer, dites à la racaille de chez vous que je ne vous écoute pas, parce que si vous prononcez cette phrase une fois, vous devenez un chef d'État qui va marquer l'histoire durablement et qui réglera la relation difficile entre la France européenne et la France de l'immigration qui est devenue française de fait du droit du sol. Voilà la problématique. Donc c'est vrai, pour vous poser la question, pourquoi ça ne passe pas? Parce que le courage politique de ces hommes-là n'est pas au rendez-vous face à la racaille de droite et d'extrême droite, tout simplement. Gamal Abina, je me retourne vers vous une fois de plus. Ngouchi Bianzin, au vu
du communiqué produit par le ministère turc des Affaires étrangères. Est-ce que, d'après vous, Ngozi Chibianza, l'immaturité décrite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la France actuelle a contribué à exacerber les tensions entre la France et ce qu'on appelle désormais ses anciennes colonies? Vous savez, il y a toujours eu des tensions entre Ankara et Paris. Et avant de continuer, j'aimerais juste rajouter quelque chose au propos du camarade en disant que il existe aussi une racaille politique à gauche, chez les gauchistes, et que la colonisation qui a contribué à exterminer des peuples en Afrique, en Algérie, au Cameroun, en Centrafrique, au Bénin, a été initiée par des gauchistes, par Jules Ferry. Donc la racaille n'existe pas seulement qu'à droite ou à l'extrême droite, mais aussi à gauche, et on le voit tous les jours. Oui, vous savez, pour moi, c'est vrai qu'il y a une immaturité chez cette personne qui dirige la France actuellement, qui est Emmanuel Macron. Tout simplement parce que aujourd'hui, ce peuple qui est le peuple français, qu'on l'aime ou pas, que voilà, on dénonce des choses chez ce peuple, aujourd'hui les Français n'arrivent plus à se défendre non plus. Et donc les Français sont pris en otage. Donc c'est ça qui conduit aussi à être dirigés par des personnes incompétentes comme Emmanuel Macron et sa bande. Parce que si aujourd'hui, vous imaginez quand même que les propos tenus par le président turc à l'égard, ou le ministère des Affaires étrangères turc à l'égard de l'État français, il faut le rappeler quand même qu'ils ont précisé que si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces relations dans son passé colonial et faire des efforts pour poursuivre encore ces pratiques. Donc on voit complètement que contrairement à Ankara, parce que oui, l'Empire ottoman n'a pas fait aussi de belles choses sur le continent africain. N'oublions pas non plus l'histoire de l'Empire ottoman, etc., sur le peuple africain. Mais contrairement aux autres pays qui ont pris conscience et qui évoluent sur le sujet, en France, il y a un déni, il y a complètement... ils ne veulent pas reconnaître cela. Et donc, pour moi, ça fait partie aussi de l'immaturité. Parce que vous savez, l'agresseur oublie vite le passé, mais les victimes, eux, ne peuvent pas oublier le passé. C'est facile pour l'agresseur de dire aux victimes, oui, mais oubliez le passé, on a massacré vos grands-parents, vos parents pour la colonisation il y a 60 ans, parlons de l'avenir et ne regardez pas le passé. Mais 60 ans, c'était encore hier, 60 ans. Parce que la France n'oublie pas les victimes de la Deuxième Guerre mondiale qui date de 70 ans. Alors pourquoi toujours répéter sans cesse cette phrase aux Africains pour leur dire d'oublier le passé ou faire croire que peut-être si les Africains sont en train de se révolter, c'est forcément parce que derrière, il y a des personnes qui les manipulent, il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a je ne sais qui, la Chine qui les manipule, comme si les Africains n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Comme si les Africains ne sont pas des adultes. Donc, vous voyez ces propos à répétition, parce que voilà, il est aussi conseillé par le criminel de guerre qui est Sarkozy, c'est bien de le rappeler. Peut-être il y a aussi des Africains, des endocolons qui sont à côté, qui travaillent pour Macron, parce que c'est bien de pointer du doigt les autres, mais il faut aussi pointer du doigt nos propres semblables qui sont avec l'ennemi, qui sont avec le colon, qui exploitent le peuple. C'est peut-être parce que autour de lui, il y a ces endocolons, quelques Africains, qui lui donnent l'impression que peut-être qu'il est apprécié sur le continent et qu'il n'y a aucun problème et qu'il faut répéter ce genre de discours à longueur de journée. Mais la France est en train de perdre l'Afrique, la France est en train de perdre beaucoup sur le continent africain. Et donc, si elle multiplie ses déclarations H24, c'est aussi pour se défendre, parce qu'elle cherche à sauver un peu son précaré, pour moi, qui n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est dézingué. Il y a une décomposition avancée de son précaré, et il y a aussi l'abâtardissement de la classe politique en France qui fait que aujourd'hui, la France n'est plus cette puissance qui fait peur aux populations, au peuple d'Afrique. Et donc, si on prend tout ce que je viens de dire, tous ces paramètres, on peut dire dans ce cas-là que la France n'existe plus, que la France aujourd'hui, c'est une simple zone
commerciale, touristique de l'Europe et une colonie soumise aux impérialistes qui sont les Américains. Donc, le nain politique qui est Macron ferait mieux de gérer cela avant de vouloir donner des leçons de morale ou de tout le temps dire aux Africains ce qui est bien ou pas pour les Africains. Parce que jusqu'à présent, la France n'a jamais apporté le développement sur le continent africain. La France n'a jamais apporté la paix en Afrique. La France n'a jamais rien apporté de positif sur le continent africain, si ce n'est que des guerres, des génocides, des divisions, des manipulations, etc. Donc aujourd'hui, le peuple africain ne veut plus de cette France. Le peuple africain veut tourner la page. Et donc, la France immature, c'est-à-dire l'État français, qui est l'ennemi éternel des peuples d'Afrique, doit comprendre qu'il y a une page qui se tourne et que les Africains veulent tourner cette page et aller de l'avant, choisir des partenaires qui les respectent, qui ne sont pas hypocrites. Et donc, nous devons dire aux Africains et surtout à nos dirigeants, les quelques dirigeants patriotes, que c'est maintenant ou jamais. L'Afrique doit marcher vers le nouveau monde qui est en train de qui est en construction avec la Russie, la Chine, Cuba, Venezuela, etc. et tourner la page définitivement avec l'ancien pays colonisateur qui est la France. Les États d'Afrique aussi doivent s'engager sur des voies d'égalité, de justice, de solidarité, de fraternité entre pays d'Afrique, parce que c'est bien beau d'aller faire des alliances avec les pays extérieurs à l'Afrique, mais il faut aussi faire ce travail-là entre peuples d'Afrique et pays africains, et aussi s'engager avec les pays comme la Russie, qui sont dans une lutte souveraine anti-impérialiste pour permettre aux populations africaines de ne plus se faire exploiter par l'Afrique et bénéficier de leurs propres ressources. Donc, nous disons que l'immaturité de la France doit cesser, mais on sait qu'en leur disant que cela doit cesser, ils ne le feront pas. Alors, nous allons imposer la fin de cette exploitation, de cette immaturité, de ces propos belliqueux envers le continent africain et ses dirigeants, et démontrer au fait à la France qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle jeunesse, il y a une population qui est très éveillée et qui ne veulent plus accepter cette domination, qui ne veulent plus accepter l'exploitation, ce système mis en place par la France depuis des siècles pour exploiter le continent africain, et ces propos, propagande, cette manipulation de l'opinion que Macron essaye de faire avec l'aide des médias et des journalistes, que moi j'appelle les agents de l'oppression impérialiste. Ngouti Béhanzin, quand on regarde le paysage politique français actuel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a très peu de chances que les choses changent de ce côté-là, parce qu'il faut se rappeler que plusieurs fois, lorsque Emmanuel Macron a fait semblant, en tout cas, de reconnaître la participation de la France dans l'esclavage, il avait été taxé par des hommes politiques en France d'humilier ce pays-là. On a vu encore récemment lorsque du côté de Bamako, on a décidé d'expulser l'ambassadeur français qui devenait déjà problématique. Toute la classe politique française, que ce soit ceux de gauche, ceux de droite et même ceux du centre, s'était offusqué du fait que un pays comme le Mali se permette d'expulser un ambassadeur français. On a vu d'ailleurs une candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, qui a tout fait d'appeler à ce moment-là à la réciprocité, avant qu'on ne lui rappelle quelque temps après qu'il y a déjà longtemps que le Mali n'avait plus d'ambassadeur du côté de la France. Quand on regarde le paysage politique français actuellement, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il y a très peu de chances que les choses changent dans le futur? Non, mais il y a très peu de chances que les choses changent dans le futur, si le peuple français ne se libère pas de cette prise d'otage et ne récupère pas le pouvoir en France. Je parle de ces Français qui sont contre l'exploitation du continent africain, qui sont contre l'exploitation de leur propre population ici en France. Si le peuple français ne récupère pas le pouvoir et continue de laisser le pouvoir aux mains de cette classe politico-mafieuse, etc., les choses ne changeront pas, parce que vous l'avez rappelé, que ce soit la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite, eux tous, ils savent être, ils savent s'unir quand il faut mettre l'effort ensemble pour dominer
exploiter les autres peuples. Parce que moi, je le dis tout le temps, que tu sois de gauche, de droite, l'État n'hésitera pas à le mettre au centre. Donc, c'est la même chose. Moi, je dis simplement que on ne doit plus faire confiance à des partis politiques. Parce que ces partis politiques sont là aussi pour, entretenir les mensonges, les manipulations. Il faut aujourd'hui une alliance entre les peuples d'Afrique et les peuples de France qui luttent pour se libérer. Parce que quel homme politique ou femme politique vous pouvez me citer aujourd'hui qui est réellement sincère et qui veut arrêter ce système mis en place par le criminel de guerre qui est le général de Gaulle. L'autre jour, j'ai partagé sur mon Facebook un documentaire parlant de Gaulle. Beaucoup de Français découvraient la face cachée de Gaulle sur le continent africain et n'ont pas hésité à m'écrire pour me dire merci parce que on découvre des choses de tous les jours avec vous, des choses qu'ils ne nous apprennent pas à l'école. Parce que moi, vous savez, il faut le dire que la majorité des Français vivent dans l'obscurantisme, vivent complètement dans le noir, ne sont pas éclairés sur les problématiques, les crimes que font les gouvernements successifs français sur le continent africain au nom du peuple africain. Donc, il faut briser cela. Et pour cela, il faut qu'on se tourne maintenant vers des Français qui luttent contre leur propre gouvernement, qui luttent contre ce système et tisser, articuler directement avec ces peuples-là une alliance qui nous permettra vraiment de gagner et de progresser encore plus dans cette lutte libératrice que nous sommes en train de faire pour la nation africaine ou que ce soit pour le peuple noir et pour les autres peuples opprimés du monde. Et je tiens aussi à le rappeler que Macron aime souvent dire aux pays africains, aux Africains, de ne pas faire des coopérations avec la Russie, avec la Chine, etc. Prenons le cas de la Russie, mais avant que Macron ne puisse dire aux Africains de ne pas faire des coopérations bilatérales avec la Russie, que Macron lui-même annule les coopérations bilatérales qui existent entre la France et la Russie, avant de dire aux Africains de ne pas faire la même chose. Comment vous pouvez... Eh bien, retour sur le plateau, on semble avoir des difficultés de connexion avec notre ami Ngouche Béanzin. On va faire un tour au standard avant de revenir vers vous, chers messieurs. Nous sommes au standard avec le premier téléspectateur de cette soirée. C'est notre ami Delphin Mouipundu qui nous appelle du Burundi. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Bonsoir. Chartin Junior et ainsi qu'à toutes les équipes d'Afrique Média. Je n'oublie pas les téléspectateurs et les téléspectatrices. Bien entendu, mon cher ami Gamal et mon frère Béanzin, dont j'ai apprécié chacun des analyses. Et je vais essayer de les compléter comme il se doit. Donc, je souscris tout d'abord à tout ce qui a été dit avant moi. Et je vais répéter un peu ce que je dis à tous mes amis français chaque fois qu'on a l'occasion de se voir. Au stade où on sent les événements aujourd'hui, tout le monde a vu, tout le monde voit à quel point, comme je l'ai souvent dit dans mes prises de parole précédentes, que l'État français est un nain géopolitique. Beaucoup ont essayé de douter, nous ont tourné en dérision, mais les faits sont là. La France n'ose pas ouvrir sa bouche face à la Chine, encore moins face à la Russie, encore moins face à son patron que sont les États-Unis, et même plus en face des puissances régionales comme l'Algérie, le Mali ou la Centrafrique. Donc, nous sommes d'ores et déjà entrés, là je ne parle pas du futur, je parle du présent, tant qu'en France n'apparaît pas un individu ou un groupe d'individus suffisamment instruits et courageux politiquement, comme l'a dit mon ami Gamal, pour poser la réalité de la France au peuple français, et bien sûr il faudra que cette personne ou ce groupe de personnes sache manier la diplomatie, la vraie diplomatie, pas les billevesées que nous ont servi des assassins comme Sarkozy ou Tony Blair, la vraie diplomatie, eh bien, il ne pourra pas y avoir d'évolution au sein même de la société française. Ça, c'était pour l'élite française. Maintenant, ce qui concerne la masse française, je suis navré de le dire, je peux blesser quelques-uns, mais nous assistons aujourd'hui à un certain type de Français, aussi bien d'ascendance germano-franc ou d'ascendance plutôt africaine. Ce sont des moutons.
Donc eux aussi devront se faire violence. J'en parlais cet après-midi avec mon ami Béanzin sur un des commentaires de sa page. Il y aura toujours des Africains qui n'ont pas compris les réalités géostratégiques du moment, qui vont venir toujours prétendre que nous allons vers la Russie en recherchant un autre maître. Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes en train, et parallèlement en train de démontrer à quel point des États comme la France sont des nains géopolitiques et pratiquement devenus insignifiants, mais en même temps en train d'inscrire l'Afrique dans les nouveaux paradigmes donc du XXIe siècle et des siècles à venir. Donc, ces deux points très importants. Il faudra, comme l'a dit Gamal, qu'il y ait un certain courage politique au sein même de la société française, mais aussi que nous, les panafricains, nous continuions sur notre lancée parce que, en tout cas, moi, je m'inscris dans cette mouvance. Je ne reconnais que 3 superpuissances aujourd'hui, la Chine, la Russie et les États-Unis. Et bien sûr, dans les siècles à venir, si nous travaillons comme il faut, l'Afrique les submergera tous. Donc, je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres. Et Afrique Média, une fois de plus, le monde c'est nous. Cher ami Delphin, on va rester au standard pour prendre peut-être un autre téléspectateur. Est-ce que nous avons un téléspectateur? Nous avons Zerfel qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue Zerfel, bonsoir. Eh bien, on a perdu la connexion avec Zerfel. On espère qu'il reviendra tout à l'heure. On va tout de même rester au standard. Est-ce que nous avons un autre appelant? Eh bien, retournons sur le plateau avec nos invités. Le standard va tout de même rester ouvert pour permettre à ceux qui veulent nous rejoindre de le faire. Mais on va continuer le débat avec vous. Gamal Abina, la Turquie ne cesse de durcir le ton, vous le disiez, depuis des années même déjà, ces derniers temps. On observe une montée en puissance de ce durcissement-là. Eh bien, cher Gamal Abina, s'il faut faire le rapport entre la Russie, la Chine, les États-Unis, que vaut réellement la Turquie au jour d'aujourd'hui? A-t-elle les moyens, comme on dit souvent, a-t-elle les moyens de sa politique? La droite, c'est que c'est elle qui travaille avec Macron, c'est donc elle qui influence Macron. La gauche a une part extrêmement lourde dans le maintien de la colonisation. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé de façon dogmatique pour se croire supérieurs et nous servir de discours comme l'avait fait à l'époque tristement célèbre homme politique qui a dit qu'ils avaient un devoir, les races supérieures, de civiliser les races inférieures. Et donc c'est Ferry qui avait dit ça, Jules Ferry. Donc simplement pour dire que ce qui a entamé la colonisation, tout comme en Angleterre, c'est bien la droite. En France, c'est Louis-Philippe, c'est un roi, donc qui a été volé l'Algérie pour récupérer les 5 milliards d'or qui étaient détenus par le dé d'Alger pour ne pas payer sa dette de guerre, qui était une dette de blé. L'Algérie avait fourni du blé aux Français pour qu'ils fassent face à leur guerre napoléonienne, et donc ils l'ont jamais payé. Et le deuxième aspect, c'est que l'Angleterre, évidemment, est un pays de droit, puisque c'est un royaume qui a fait la colonisation. De gauche, le voleur, lorsqu'il est en train de voler, il surfe le bébé, chacun garde l'argent qu'il a envie de gagner. Et là, on n'est plus dans la droite et dans la gauche, on est dans une idéologie qui est une idéologie impérialiste. C'est-à-dire que l'impérialisme est très bien partagé à gauche comme à droite. Ça, c'est juste pour bien clarifier, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que la gauche est pire ou meilleure que la droite, je dis qu'ils se valent largement. Mais la gauche est plus hypocrite parce qu'elle se drape derrière des vertus de soi-disant d'humanisme qui donnent le sentiment qu'ils sont moins graves. J'ai aucune sympathie pour la gauche, quoi qu'il en soit. Et je me souviens de Mitterrand. Voilà, ça c'est pour finir. Alors concernant la Turquie la Russie et puis la Chine. La Turquie a une singularité particulière qui est difficile à comprendre pour des gens qui ne connaissent pas les Turcs. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables turcs. Donc, je connais bien la problématique turque parce que je sais profondément ce qui les anime. Sur la question israélienne, par exemple, cette proximité ne s'explique pas parce qu'ils sont tous de la même confession, parce qu'ils partagent une sorte de destin commun sur ce qu'on appelle le jacobinisme, même s'il y a un point commun. Ce qui s'explique, c'est que les Israéliens sont très souvent ashkénazes qui veut dire turco-mongol. Donc ils ont souvent des familles communes de chaque côté de la frontière. C'est la raison pour laquelle les Turcs ne feront jamais rien sur la question israélienne, parce que finalement, c'est un peu le même peuple qui se parle. Ensuite, concernant la Russie, on voit bien que les Turcs louvoient. D'un côté, ils se mettent d'accord sur le Haut-Karabakh, où il y a
un accord de cessez-le-feu entre les Arméniens et les Azéris, les Turcs remportant la victoire haut la main face aux Arméniens, et les Russes stoppant la progression des Azéris, de l'Azerbaïdjan, pour pas écraser l'Arménie. Donc il y a un accord tacite entre ces deux grandes puissances. Ensuite, la Turquie est membre de l'OTAN, vous l'avez souligné, on le note. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'un membre de l'OTAN agit parfois contre les intérêts de l'OTAN. Bah simplement, et je le répète à nouveau, c'est vrai que c'est difficile à lire, les Turcs travaillent pour les Turcs. Ils ne travaillent pas pour l'OTAN, ils ne travaillent pas pour les Russes, ils ne travaillent pas pour les Africains, ils travaillent pour les Turcs. Ils défendent leurs intérêts et le font avec brio, en l'occurrence, puisque ça leur profite. Mais les Turcs sont un empire passé, qui a disparu, et dont le pan-turquisme, donc, qui est une conception racialisante de la Turquie voulue par Mustafa Kemal, qu'on a appelé Atatürk, donc le père des Turcs, bah, le pan-turquisme est devenu un pan-islamisme. C'est-à-dire que Erdogan, qui, les gens ne le savent pas, est marié avec une arabe, c'est ça qui est intéressant. Erdogan n'est pas marié avec une turque. Eh bien, Erdogan, il s'inscrit dans une démarche de généraliser l'idéologie turque, avec la dimension, effectivement, califale turque, en essaimant son idéologie un peu partout, en montrant l'exemple d'une Turquie qui réussit au monde arabe. Et ça a séduit beaucoup chez les Arabes. Ça a séduit jusqu'en Égypte à l'époque avec Morsi. Et donc, si les Turcs aujourd'hui se singularisent, c'est parce qu'ils veulent rayonner non pas par seulement une puissance économique évidente et aujourd'hui actée, non pas parce qu'ils sont membres de l'OTAN, parce que de plus en plus ils sont en bisbille avec l'OTAN, mais ils ne veulent pas partir de l'OTAN parce qu'ils ont un pied dedans et ça les arrange, non pas parce qu'ils sont un membre du bloc occidental, bien qu'ils en fassent partie, mais surtout parce qu'ils se disent à tout prendre, on va commencer à briller parce qu'on va montrer un exemple au monde musulman et on va influencer le monde musulman. Ils ont essayé de l'influencer par des guerres en 2011. Aujourd'hui, les Turcs se singularisent en les influençant sur un plan idéologique et en faisant des partenariats. Les Turcs sont en concurrence directe avec la France. On l'a vu en Afrique. C'est clair qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement des responsables français, il y a un Turc qui défile derrière. Et ils sont en défiance avec la France par rapport au massacre des populations parce que les Turcs, tout de même, il faut le rappeler, restent un empire passé qui a toujours cette nostalgie de l'empire ottoman. Donc la Turquie d'aujourd'hui est une Turquie qui travaille pour ses poches, qui travaille pour sa réussite, son prestige. Et Erdogan est un homme qui est très très imbu de sa personne parce qu'il a réussi la transformation économique de son pays et maintenant veut affirmer la puissance turque, tout comme d'ailleurs Xi Jinping en Chine, qui affirme la puissance chinoise de plus en plus. Et évidemment, comme Poutine aujourd'hui, qui a enfin décidé de sortir de ses frontières et de dire c'est fini, on ne laisse plus l'Amérique faire la loi dans le monde. Et je pense que le retour du rééquilibrage des forces Est-Ouest sera profitable aux pays qui ont subi les guerres à répétition des États-Unis, en Afrique et en Asie, et particulièrement au Moyen-Orient. À vous, Gamal Abina. On va refaire un tour du côté du Standard pour retrouver notre ami Roland Kenny qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roland, bonsoir. Allô? Oui, Roland, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct, Roland, nous vous écoutons. Ok, bonsoir à toute l'équipe Afrique Média et bonsoir à tous les intervenants. Mais vous voyez, nous sommes à une période vraiment spéciale des relations internationales. Mais pour commencer, je vais d'abord dire quelque chose sur le Mali. Vous savez, au niveau où nous sommes, il faut que les voisins du Mali et les voisins jaloux du Mali, les supposés frères, en fait, les faux frères du Mali, sachent que au moment où on parle, le Mali n'est plus au niveau de parler des choses, de la CEDEAO, des petites choses comme ça. Le Mali risque, s'ils ne font pas attention, de devenir la première puissance nucléaire d'Afrique de l'Ouest. Il faut que les gens le sachent. Donc, un pays qui a ce type d'ambition n'est plus au niveau de parler des trucs de militaires, les trucs de la sous-région, embargo, ils vont balayer tout ça parce qu'il y a une feuille de route très puissante qui est en train d'être implémentée par ces 5 colonels. Et il faut que toute l'Afrique de l'Ouest le sache. Le Mali n'est pas aux bêtises. Bon, par rapport à la situation avec Macron et puis la descente aux enfers de la France, avec aussi la force de caractère en face de la Turquie, ben, ça se comprend. Ça se comprend parce que mais ce n'est plus un secret, la France est en décadence et en perte de vitesse et ça se confirme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la coalition occidentale, ils ont compris que la France ne maîtrise plus les choses. Ils sont maintenant en train de faire en fait du sauf qui peut. C'est-à-dire, la France ne garantit plus les intérêts de la coalition occidentale en Afrique. Ils l'ont compris avec l'arrivée de la Russie. Donc chacun vient maintenant de son côté pour essayer de développer une coopération bilatérale avec les pays d'Afrique. Et c'est ce qui se passe. La France est toujours en train d'insister dans l'ombre en disant à ses amis, je maîtrise encore, calmez-vous, restez dans votre coin et tout et tout. Mais ils ont compris que ça marche plus. Chacun arrive maintenant. Voilà pourquoi vous voyez tous ces forums qui se multiplient. Le Japon, des trucs comme ça, bon. La Turquie, tout le monde arrive, bon.
tant mieux, après, c'est de bonne guerre. Mais la finalité, en fait, de toute cette ambiance, et ça, c'est la plus grande crainte de la France, c'est qu'il y a un think tank sérieux qui est en train de se mettre en place pour aller cogner au Conseil de sécurité, pour qu'on enlève la France membre permanent. Parce que c'est ça la hantise de la France. Plus qu'en fait, si la France est assise sur la table des grands, c'est parce qu'elle avait réussi à démontrer à ses amis qu'elle a à sa disposition les matières premières d'Afrique qui devaient permettre de faire tourner l'industrie occidentale. À partir du moment où elle n'a plus accès à ces matières premières, elle n'a plus le droit d'être sur la table des grands. Donc, d'ici là, ne vous étonnez pas si la place de la France en tant que membre permanent sera relancée au niveau de l'ONU. Parce qu'il y a des think tanks très sérieux qui sont en train de travailler à ce niveau. Et je crois que c'est inévitable. Je vais m'arrêter là et merci. Merci à vous également, cher ami. Peut-être un dernier téléspectateur. Eh bien, retournons sur le plateau avec vous, cher ami Nguchi Béanzin. On évoquait il y a quelques instants la position de la Turquie dans le concert des nations actuellement. Nguchi Béanzin, est-ce qu'on peut dire que la Turquie a su jouer sa carte au fil des années, elle a su peaufiner sa stratégie pour être en quelque sorte incontournable, parce qu'on le sait, sur le continent européen, la Turquie fait office de bouclier, en tout cas pour contenir les migrants. Cette carte-là, Recep Tayyip Erdogan la joue par moment quand il souhaite obtenir certaines concessions de l'Union européenne et également des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que Recep Tayyip Erdogan a su jouer sa carte et que ce dernier représente une faille dans ce qu'on présente comme étant la cohésion qui règne au sein de l'OTAN? Je vais peut-être dire quelque chose qui risque de choquer certaines personnes ici, que ce soit des Africains, mais avec la Turquie, ce n'est pas avec le peuple que j'ai un souci, mais avec Erdogan. Vous savez, pour moi, Erdogan est un bipolaire politique. Ce monsieur, aujourd'hui, il est avec les Américains, demain, il est contre les Américains, il soutient, il vend des drones aux Ukrainiens pour bombarder la Russie, avec qui il est censé être allié, partenaire. C'est un bipolaire politique. Ça veut dire qu'il est là que pour ses propres intérêts. Parce qu'en Turquie, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une bourgeoisie comprador qui existe, mais il y a une bourgeoisie nationale. Et le camarade Gamal l'a expliqué. Erdogan est de cette bourgeoisie nationale qui travaille en réalité pour, l'idéologie nationaliste turque. Donc, quelqu'un qui est bipolaire politique, comment des pays africains, moi je ne sais pas comment les pays africains peuvent l'avoir comme allié et être sûr que ce n'est pas lundi, ils sont à table, ils mangent avec les pays africains, mardi, il est à table avec les Américains pour attaquer les pays africains. Parce que c'est vraiment bipolaire politique. Et moi, je reste méfiant, je n'arrive pas vraiment à accrocher avec sa politique. Parce que un coup, il faisait des déclarations contre Israël. Aujourd'hui, il normalise ses relations avec Israël. En gros, là où il y a à manger, tant que Erdogan peut aller, prendre ce qu'il a besoin pour son pays, lui, il n'y a pas de problème. Il fonce. Donc aujourd'hui, l'investissement de la Turquie sur le continent africain me pose un petit problème. En plus, ce n'est pas un investissement où c'est pas des partenariats économiques, simples, mais c'est des partenariats économiques avec une touche, de propagande religieuse derrière. Et aujourd'hui, moi, ça me freine. La Russie n'est pas en Afrique, n'impose pas des cahiers de charges aux pays africains pour dire parce que nous avons des partenariats militaires, derrière, il faut imposer la religion orthodoxe, etc. Non. Donc, moi, tant qu'il y a ce côté dogmatisme dans les partenariats, dans les coopérations avec les pays africains, cela me dérange un peu. Surtout que Erdogan est un bipolaire politique. J'insiste là-dessus. On va prendre ce dernier téléspectateur. Monsieur Yerima, est-ce qu'il est là? C'est Monsieur Abdoulaye qui est là. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Il est parti. Prends plutôt Jean. Prends Jean. Eh bien, on a perdu monsieur Abdoulaye. On va retrouver un autre ami. C'est Jean qui nous appelle des États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Junior. Bonsoir. Bonsoir, Gamal. Bonsoir, Egouti. Bonsoir, technicien. Bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média. Oui, vos invités ont vraiment touché des points essentiels. Moi, je crois en la justice divine. C'est à l'image de cette justice divine que nous avons des justices que nous cherchons d'avoir d'établir pour que l'ordre social soit respecté et que la paix règne. C'est dans la paix que nous pouvons construire le monde. Alors, s'il n'y a pas cette paix, on ne peut pas construire. Mais il y a un pays que lui ne cherche qu'à diviser, semer la haine et faire telle religion contre telle religion, telle ethnie contre... Il y a un pays qui ne fait que penser chaque fois comment faire pour semer la zizanie, pour diviser les Africains, pour les tromper, les trahir. C'est la France. Vous pensez que ce pays-là va rester dans ce jeu éternellement? Mais il va arriver un moment où les manipulés vont se ressaisir. Parce que l'esprit qui guide la France, a fait ce jeu de manipulation, a fait ce jeu de division, a fait ce jeu de la guerre. Il y a un autre esprit plus fort que cet esprit-là. C'est ce que nous croyons, esprit divin. Et qui est en nous tous, nous savons le bien et le mal. La France sait. Et elle refuse de demander pardon. Les Africains sont partis libérer la France. Et après, on les a tués. Et si les enfants, les petits-enfants qui aujourd'hui dirigent la France ne reconnaissent pas ça comme un mal, ils continuent. C'est ce qui fait que il y a un homme qui est élu à la tête de la France, qui n'a pas de famille, mais qui est issu d'une famille, mais qui veut détruire la famille lui-même en se posant chef d'État. Et les gens me diront que oui, sa vie privée, la vie privée est liée à la vie de la personne. C'est ça qui permet à cette personne d'agir. Donc Macron n'a pas de pitié parce qu'il n'a pas de famille. Il ne pense pas créer une famille où il peut être le père génétique d'un enfant qui peut souffrir devant lui, qui peut être malade devant lui. Non, il est insensible à tous vos cris. Alors il peut foncer, il peut tuer. C'est pourquoi quand il vient en Afrique, méfiez-vous, c'est un homme qui est sanguinaire intérieurement. Vous m'excusez, parce que c'est un peu ce que j'ai dit. Il le sait. C'est pourquoi il s'est engagé dans ce sens-là. Pour mieux agir, pour mieux vous torturer en riant, bien sûr, qu'il est votre ami. C'est comme ça. Mais il est dévoilé, ils sont dévoilés, ils vont payer tous les crimes qu'ils ont commis en Afrique, l'or qu'ils ont volé. Vous savez, le moment va arriver, nous allons les juger. Parce que nous connaissons déjà les quantités d'or qu'ils ont, nous connaissons ce qu'ils ont volé en Afrique, mais quand nous allons les appeler, ils viendront se justifier. Le Mali a convoqué la France à l'ONU de venir justifier, et tourne en rond. C'est pas fini. Le moment viendra que les Français se ressaisissent. Nous appelons le peuple français à témoin. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. Merci à vous, cher Jean. Merci d'avoir apporté votre contribution. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, Ngouti Béanzin, de nous avoir accompagnés. Merci à vous également, Gabalabina, d'avoir participé au débat ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs.